L'épisode que tu vas entendre aujourd'hui a été publié à la base sur le podcast de mon amie Anaïs qui s'appelle Au cœur des possibles. Anaïs m'a invitée sur son podcast pour parler entrepreneuriat, pour parler rapport à l'argent, lien avec le trauma aussi. Donc dans cet épisode, je parle des coulisses de mon activité, je parle d'attachement, de croyances sur l'argent, des décisions que j'ai eu à prendre pour emmener mon activité là où elle est aujourd'hui aussi. Donc si tu es entrepreneur, écoute absolument cet épisode. Si tu n'es pas entrepreneur ou pas encore entrepreneur, écoute aussi, parce que j'en suis de plus en plus convaincue, l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie de guérison, c'est une voie d'expression de soi, et c'est vraiment très beau. Belle écoute, et on se dit à très vite. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où j'ai la joie d'accueillir Camille Thomas que j'ai déjà accueillie au printemps 2023 pour partager notre passion de notre activité doTERRA, qui est une activité autour des huiles essentielles. Et aujourd'hui, j'avais envie de la réinviter parce que Camille a un parcours entrepreneurial très à la fois atypique et enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie d'entrepreneur ces 2 dernières années. Donc j'avais envie qu'on en parle et peut-être les gens comprennent, reçoivent des clés. Et puis surtout, je t'ai invitée parce que il y a les principaux déclics de mes clients dans mon programme pour entrepreneurs, c'est sur la relation à l'argent. Toutes les deux, on est françaises nées en France et c'est quand même un pays avec une relation à l'argent très 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 complexe et forcément dans l'entrepreneuriat, ça vient chercher la relation à l'argent. Et j'avais envie qu'on en parle sur à la fois deux aspects, donc la difficulté peut-être quand on est entrepreneur de s'autoriser à recevoir de l'argent et aussi de certaines personnes autour de moi qui sont en capacité de générer de l'argent, parfois beaucoup d'argent, mais qui, dans les 6 mois qui suivent, n'ont plus rien. Et c'est aussi pour moi, du coup, vraiment, je pense, ton regard de spécialiste de l'anxiété, du système nerveux, du trauma, qui peut permettre d'expliquer ça. Parce que d'un point de vue rationnel, ça peut paraître un peu mystérieux, cette histoire de j'ai gagné 200 000 euros en un mois, et puis 6 mois plus tard, la personne n'a plus rien. Donc, heu, donc voilà, si vous débarquez sur le podcast, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et je te laisse te présenter Camille, heu, même si, si vous avez déjà écouté l'épisode qu'on a eu ensemble, vous réécouterez la présentation de Camille, mais ce sera sous un autre angle, vraiment sous ton angle de coach système nerveux, quoi. Donc je te laisse te présenter. Yes, merci beaucoup. Merci Anaïs. Merci pour les questions aussi. Tu sais, c'est toujours une petite mini séance de coaching, les questions, avant un podcast. J'ai pris quelques notes. Moi, j'adore venir préparer, puis ça m'a permis de me poser sur moi. C'était à la fin de l'année, c'était génial, période d'introspection, j'adore. Donc oui, effectivement, ça peut paraître mystérieux d'un point de vue de l'attachement, ça peut avoir du sens. On verra après. Peut-être que d'autres personnes avec d'autres grilles de lecture, la grille de lecture de la manifestation, j'en sais rien, l'expliqueraient différemment, mais en tout cas, on va l'expliquer. On va essayer de l'expliquer, d'un point de vue de l'attachement. Donc oui, moi, je travaille avec le système nerveux. Du coup, je suis coach, à défaut d'autres titres, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Tu fais pas du coaching». Mais bon, il est bien ce mot-là, il est pas régulé. Après c'est un je sais pas si c'est bien que ce soit pas régulé, mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. En tout cas, voilà, coach sur le système nerveux. Moi, je me suis plongée dans la théorie polyvagale, on en parlera, ça a été mon premier er un petit peu ma porte d'entrée dans ce travail-là. Puis après, j'ai beaucoup, suivi le travail de Peter Levine, donc je me forme encore en somatic experiencing, je me suis formée en IFS. Donc c'est intéressant du point de vue des parts aussi d'ailleurs l'argent, peut-être qu'on pourra en toucher 2 mots. Et hem et voilà, je crois que tu voulais me demander aussi sur le human design et tout, tu poses ces questions-là, des épisodes, je crois. Yes, pour que les gens se rendent compte déjà quel est ton âge. Moi, à chaque fois, j'oublie en fait. À chaque fois que je suis avec toi, j'oublie que Camille, elle a pas le même âge que moi. Et puis ton human design. J'ai toujours été avec des personnes plus âgées dans ma vie, toujours, tu sais, dans les groupes et tout, je sais pas pourquoi. Ça doit être le truc de vieille âme, dont m'avait parlé ma prof de français. Donc ouais, j'ai 29 ans, du coup. Mais tu sais, j'ai écouté, Regan Miller, là, aujourd'hui, parce que j'ai jamais écouté cette femme, puis je me disais: «Bon, je vais quand même, give it a listen», tu vois? Elle a fait son premier million à 23 ans, je crois, donc j'étais là: «Ah, c'est bon, en fait, I'm not so young».
Donc 29 ans et je suis générateur. Tu sais mieux que moi, ce que ça veut dire, mais voilà, j'aime manger, en gros. Je suis Yes, générateur, j'ai de l'énergie et j'aime manger. Je travaille ou je mange, voilà. yes. Générateur et tu es ouais, générateur de 4. Ton autorité, elle est sacrale, je crois, et ton environnement, mais parce que c'est ce qui nous a fait le plus rire dans ton Human Design, ton environnement, c'est cuisine. Parce que Camille, ses endroits préférés, c'est les cafés dans les aéroports. Non mais là, attends, moi le week-end prochain, je vais à Madrid. Mon mari m'a dit: «Qu'est-ce que tu vas faire à Madrid?» parce que lui, il y va pour un projet pro. Je lui dis: «Bah moi, je vais aller chez Honest Green, je vais être là-bas pendant 3 jours». Honest Green, c'est une super chaîne de café que j'adore, donc je vais me poser, je vais travailler dans un café. Ouais, ça, c'est ma best life. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas encore l'Human Design, il y a aussi plusieurs épisodes dans le podcast où vous pouvez écouter vraiment des intros. Il y a notamment l'interview avec Pauline et plusieurs autres épisodes où j'en parle si vous n'avez jamais entendu parler de cet outil qui est un outil de connaissance de soi, tout simplement. Mmh. Ok. Et Et qui est, maintenant, vraiment et qui est ouais, assez, enfin, c'est qui est assez bluffant quand même, hein, je veux le dire. oui, ouais, Moi, c'est je très, l'ai très, connu grâce à toi et très, très précis sur le mode d'emploi des gens. mmh, mmh, Passionnant. Donc, une clé en tant qu'entrepreneur, parce que si tu te connais pas, tu peux pas créer un business qui te convient, quoi. exactement. Et bah, du coup, c'est drôle parce que ça fait vraiment le pont. C'est une question qu'on ne demande pas souvent aux gens, mais que moi j'adore pour vraiment comprendre comment s'organisent les entrepreneurs et c'est quoi la personnalité et enfin, ouais, comment ils ont construit leur business. Euh, à quoi ressemble une journée dans la vie de Camille? Et c'est vraiment une journée d'ailleurs, je trouve, bah, de générateur et qui te ressemble vraiment aussi dans la façon dont tu as été élevé, dans la façon dont tu as toujours ressenti ton énergie dans ton corps, etc. Donc, à quoi ressemble une journée dans la vie de Camille? C'est intéressant parce que tu l'as vu, parce qu'on était un mois à Lisbonne ensemble, donc c'est intéressant. Je dois dire aussi que ça change pas mal en fonction des saisons. Parce que je vois bien qu'en hiver, par exemple, si on parle juste de se lever, tu vois? Je me lève carrément avec la lumière du soleil, moi. Donc en hiver, ici, moi, je suis en Slovénie, avant 7h45, j'ai vraiment du mal à sortir, quoi. Je sens vraiment ça versus le reste de l'année, bim, 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 on sort, on y va. En 10 minutes, on est sorti du lit, on est sur le tapis de yoga, on est déjà en mouvement, let's go. Donc, j'ai pas, une routine matinale en mode miracle morning et tout, hein. Moi, je, je dis souvent, après ça va être peut-être un peu la meilleure routine matinale, c'est, pouvoir prendre son thé ou son café et être en 15 minutes devant l'ordi, tu vois? C'est le truc le plus efficace du monde en termes d'entrepreneur. C'est peut-être pas le plus efficace pour toi, mais bon, ça m'arrive souvent ça. Je dois avouer, je dois reconnaître ça, que ça m'arrive souvent. Surtout en hiver où je me lève un peu plus tard, puis j'aime bien, genre, get things done in the morning, donc faire les choses le matin, donc du coup, très vite, je peux être sur l'ordi. Après, un matin où je vais avoir plus le temps, si j'ai mon heure et demie le matin, c'est vraiment, je petit déjeune, donc je mange, hein, 1er truc. 1er truc, je mange salé, très protéiné, donc je mange des œufs le matin et des légumes. Ça, c'est depuis 1 an. Et puis après, je pars me balader avec Alma et mon mari, donc avec mon chien. Du coup, on fait, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, une marche dans la forêt quand on est ici en Slovénie. Et puis après, on revient, on se met sur nos ordis, bim, 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 jusqu'au déjeuner. L'un de nous 2 cuisine, on mange. C'est important pour nous de manger ensemble. Ça, par contre, c'est vraiment un truc, t'as vu, c'est vraiment un truc qu'on sacrifie pas, quoi. De manger ensemble et de cuisiner. Genre, on mange pas à Lisbonne, on a un peu moins cuisiné, mais ici en Slovénie, on est au milieu de nulle part, donc on n'a pas le choix que de cuisiner et on cuisine, quoi. On va jamais manger sur le pouce. Il y a aucun repas sur le pouce. Même le petit-déj, il est cuisiné. Ça, c'est un gros truc. Et après, généralement, petite, pause et je m'y remets. Moi, je bosse très mal. Enfin, c'est pas du tout mes heures productives, genre 14h-16h, c'est l'horreur pour moi. Je crois qu'en Ayurveda, c'est un moment vata. Moi, je suis genre pas du tout concentrée, enfin, c'est l'horreur. Donc j'essaye de caler les trucs plus, muscle work, tu vois? À cet endroit-là, les mails, les trucs un peu où je me mets en mode automatique. Et puis après, j'ai un deuxième élan, vers 16-18 heures, mais il faut pas m'en demander trop plus. Les seuls trucs que je peux faire le soir, c'est vraiment mes masterclass d'Othéra où tu pourrais me réveiller en plein milieu de la nuit et me dire: «Fais ta masterclass» et je pourrais la faire, par cœur tellement je les ai faites. Mais voilà et puis après voilà, souvent le soir, on va regarder, 1/2 heure d'une petite série juste pour déconnecter et on va se coucher. On n'est pas déc et on se couche pas trop tard en vrai. Je sais pas, 23 heures max. Mmh. Yes, ouais, très intéressant. Toi, bah, voilà, tu fais vraiment partie des gens qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont pas de la difficulté à se lever le matin, sauf peut-être un petit peu en hiver. Et vraiment, tu as ton énergie qui est là dès le matin. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné, quoi. J'étais là, waouh, en fait, Camille, elle est opérationnelle en rendez-vous à 8 heures du mat. Alors que moi, même quand j'étais avocate, c'était pas possible, tu vois. J'étais là, non, non, on ne me parle qu'à partir de 10h30. Peut-être, si je suis OK.
OK. Donc voilà, ça pour vous dire que, ben, du coup, ce qui est génial quand on est entrepreneur ou peut-être même, les personnes qui nous écoutent qui seraient salariées en télétravail, ben, faites de votre mieux pour vous créer une journée qui vous ressemble Et et après, peut-être que ce que je veux dire, c'est que c'est pas très glamour. Enfin, il y a un truc de tu vois, je suis pas, partie sans cesse ou les 3 dernières années qui ont été vraiment dédiées à construire mon business, ça a été ça mes journées. Enfin, tu vois? Et parfois même la journée du samedi, elle ressemblait à ça. Donc on va en parler, mais il y a un truc très de régularité, tu vois? Et tu disais en fonction de comment tu as été élevé, moi j'ai été élevée très, très, il y a pas beaucoup de place pour le plaisir et tout. Et parfois, je le vois ça dans mes semaines, tu vois? Il y a des moments dans la semaine où je dis: «Ah, j'en ai marre, il faut que je mette du plaisir», tu vois? Et Parce que et tu sais, en même temps, je trouve que tu as quand même une pause. En général, tu ouais, vas au moins te promener 2 3 fois dans la nature, ou 2 3 fois par jour parce qu'il y a le chien. il faut Donc que je en sois en fait, mouvement. tu zappes pas tes repas. Donc et puis toi, voilà, tu es un générateur. Donc enfin moi, je trouve que c'est hyper adapté à toi. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu disais: «Ben, moi, j'ai fait, ça t'est arrivé de faire quelques semaines d'école enfant en Allemagne et ça te correspondait vraiment». C'est là où tu as réalisé que le rythme, hyper tôt le matin et fin à 13 ou 14 heures, c'est parfait pour toi. Exactement. Ah bah, moi, de toute façon, ce que je veux manifester dans ma vie, c'est max à 15 heures avoir terminé de travailler et ne plus rien avoir le soir, enfin fini, tu vois? Le big work, je le fais, vraiment de ouais, de 8 à 15 quoi. Alors que moi, je me disais hier, je me disais: «Ben, moi, en fait, le top, ce serait 15 heures 18 h 30 quoi». Voilà, c'est tout. Donc hyper différent, mais OK. Ouais. Good. Est-ce qu'avant du coup, d'aller un peu plus loin peut-être sur, tu vois, le futur, la vision que tu peux avoir et le sujet vraiment du podcast sur la relation à l'argent, tu veux nous partager, un peu en succinct, parce que si vous êtes intéressé sur plus de détails sur le parcours de Camille, il y a un épisode qui va sortir sur son podcast qui s'appelle Pas de soucis, fin du mois de janvier, pour les 2 ans du podcast, où je l'ai interviewé vraiment en profondeur sur son parcours, et cetera. Mais est-ce que rapidement, pour que les gens comprennent, bah, déjà, quand est-ce que tu as créé ton entreprise de coaching? À un moment aussi, tu as pivoté en termes de cibles et de clients. Mmh. Et aussi, donc à ce moment-là, on s'était déjà rencontrés, mais avant, quelle avait été ta vie professionnelle? Qui était d'ailleurs déjà dans l'entrepreneuriat, donc pour aussi que les gens se rendent compte que toi, tu as peut-être déjà 7 ans d'entrepreneuriat? Ouais, un truc comme ça. Mmh. Yes. Parce que j'ai commencé en master 2 en fait, j'ai créé mon entreprise, j'étais encore à l'université. Moi depuis la sixième je voulais être avocate, donc tu vois? Depuis la sixième je voulais être avocate, je suis partie en études de droit. Premier pivot vers l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte justement que biologiquement, en fait, bah, mon rythme biologique, ça correspondait pas du tout à la vie de bureau. Toi, tu peux témoigner, hein. Ah ouais. Heu, les all night long, Ouais. genre, voilà, faire des all nighters et tout, c'est pas du tout pour moi ça, parce que moi la nuit, je dors en fait, je suis pas au bureau, donc c'était mort et puis j'avais de grosses convictions, sur l'alimentation végétale, l'environnement et tout ça à ce moment-là, donc ça m'a vraiment fait pivoter vers l'entrepreneuriat, donc cette première entreprise, dans l'agroalimentaire, du coup, avec des produits sans gluten et véganes et puis après, deuxième pivot où je me suis rendu compte que ça me convenait pas parce qu'il y avait pas de contact humain, tu vois? C'était vraiment, que de la logistique et de la vente. Non pas que j'aime pas la vente, aujourd'hui j'adore la vente, mais la vente au service de l'humain quand même, pas de mettre un produit en rayon. C'était trop indirect pour moi et puis, moi j'étais pas sur mon chemin, tu vois? Du coup, il y a plein de trucs qui ont merdouillé, dans la cette première activité entrepreneuriale. Je me suis endettée et cetera. Donc ça, c'est peut-être intéressant dans le cadre de l'épisode à l'argent. Du coup, à ce stade-là, je suis 30 000 € en dette. J'ai j'ai quel âge? 18, 5, 23, j'ai un peu moins de 25 ans, je suis 25-26 ans? 24, 25 ans, voilà, ouais, 25 OK. ans, un truc comme ça. Je suis 30 000 € en dette, bourrée d'anxiété, c'est horrible parce que ces dettes, ça me donne une anxiété, mais de ma boule, à me figer, presque des jours entiers, enfin, c'était vraiment dur cette période-là et je pars en Inde, du coup, dans un dernier élan de en mode: «On va peut-être relancer la gamme en mode ayurvédique et tout». Et là-bas, je décide d'arrêter le projet. Je rencontre cette docteure en nutrition holistique, je me forme auprès d'elle et je lance du coup ça s'est enchaîné, hein et je lance du coup, mon activité. Ça, c'était en 2019. En 2019, parce que c'était avant le covid, donc ça va faire 5 ans cette année. Oh my god. Donc c'était en 2019.
En 2019 et du coup, bah, je me lance dans la nutrition holistique et là, ma cible finalement, les gens que je veux aider, c'est les gens qui ont des maladies inflammatoires, des maladies chroniques parce que moi j'avais, guéri l'eczéma avec ces protocoles de nutrition holistique et du coup pendant les 1 an et demi, presque 2 premières années, ça a été ça et puis après j'ai décidé effectivement de switcher puis de dire: «Non, je me spécialise dans l'anxiété». Et ça a pas été un pivot facile celui-là parce que j'avais vraiment l'impression d'abandonner les gens, tu sais? Ce truc un peu de jeter un trésor que j'avais entre les mains parce que j'avais quand même eu des bons résultats ou certains bons résultats avec des personnes sur de la nutrition holistique et ouais, il y avait ce fort sentiment de les abandonner, puis du coup, ils vont aller voir qui? Enfin, un espèce de truc comme ça. Hem, donc ouais, il a fallu que je réajuste pas mal de croyances à ce niveau-là, de voilà, il y a d'autres personnes qui font ce que je fais, c'est tout good et puis, moi je vais m'occuper de ça et on pourra faire de la collaboration. Mmh. Donc là, à ce moment-là, quand tu décides le pivot, on est en fin 2021? Ouais, Et ouais, donc et voilà, est-ce que tu peux peut-être dire, bah, du coup, qu'est-ce qui te fait pivoter? Bah, je crois que c'est donc un peu avant ça, quelques mois avant que toi tu découvres, la théorie polyvagale, à titre perso en fait, hein, d'abord pour toi, parce que là, à ce moment-là, tu as soigné l'eczéma, tu soigné tu avais déjà plus beaucoup d'asthme, hein, à ce moment-là, au début de ta vingtaine, voilà. Mais bon, voilà, tu avais aussi ce chemin-là de guérison et en fait, tu te retrouves en 2021 encore avec beaucoup, beaucoup de stress et d'anxiété, mmh, et du coup, tu tires la bobine et tu tombes sur la théorie polyvagale. Est-ce que tu veux nous raconter, du yes. coup, peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, en 2021 et comment tu t'es dit: «Bah, en fait, je veux en faire une activité»? C'était comme si tu avais touché le fond de l'iceberg après avoir touché le haut de l'iceberg de la nutrition holistique. Tu allais voir, en fait, ce qu'il y a, sous la couche invisible, quoi. Et puis visible et invisible, c'est vraiment les mots parce que moi, l'impression que j'ai eue, c'est que ça m'a donné des lunettes, tu vois? J'ai mis des lunettes et ça y est, je voyais. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, de: «Oh! Mais c'est exactement mon expérience, c'est incroyable». Ça m'a donné une grille de lecture, ça m'a permis de comprendre mon système, tu vois? Et c'est pour ça aussi que dans mon programme Arise, par exemple, il y a beaucoup quand même de contenu et on prend le temps de la compréhension parce que quand tu as des symptômes comme ça et que tu comprends pas, mais il y a un truc tellement, en fait, c'est déjà juste difficile de faire le premier pas et de se mettre en chemin, tu vois? Parce que si tu comprends pas, il y a pas de direction, il y a pas de tu es comme, ton bateau, il est aux prises à tous les vents, tu sais pas d'où vient le vent, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre, ça m'a déculpabilisé un truc de fou, tu vois? De: «Ah ouais, en fait, il y a mon système nerveux, il y a cette neuroception, waouh, c'est pas moi qui invente des trucs», parce que à ce moment-là, le narratif, c'était beaucoup: «J'ai eu cette bonne enfance, tu vois? J'ai vraiment tout eu ce dont j'avais besoin, mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça?» tu vois? «Je suis pas normale et ma sœur, elle est pas comme ça, elle a pas autant d'anxiété, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui va pas chez moi?» tu vois? C'était vraiment ça le centre. «Qu'est-ce qui va pas chez moi?» donc déjà la théorie polyvagale, ça m'a permis de relâcher «Il y a quelque chose qui va pas chez moi» et du coup, ça m'a permis de me mettre en chemin. Ça, c'était le grand apport pour moi de la théorie polyvagale. Est-ce Ouais. que pour les gens qui débarqueraient, parce que moi je parle aussi souvent à certains clients qui ont de l'anxiété, qui ont des maladies chroniques, de ton approche, tu vois, est-ce que tu veux résumer en 1 minute la théorie polyvagale pour les gens qui débarqueraient, qui Yes. sont là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Yes. Si vous avez si on vous a déjà parlé du système nerveux, vous savez qu'il y a le sympathique, le versant sympathique et le versant parasympathique. Généralement, quand on fait du sport, on fait du yoga, on nous parle de ça. Et l'apport de la théorie polyvagale, c'est il y a pas 2 états, mais il y en a 3. Donc dans le parasympathique, on redivise encore en 2 branches, qui sont la branche ventrale et la branche dorsale. La branche ventrale, c'est vraiment cet état, quand elle est active, c'est cet état de connexion, de sécurité, de résilience, du coup, le contraire de l'anxiété, en gros. Cet état de bien-être, si on peut le décrire comme ça et vraiment, ouais, de résilience. Donc moi, je dis toujours, ça veut pas dire que tout va bien d'un coup dans ta vie, mais ça veut dire que s'il y a des choses qui arrivent, tu as la résilience de faire face au challenge. Et puis l'autre branche, c'est le dorsal. Elle, c'est une branche qui elle aussi ralentit la physiologie, mais qui nous envoie dans une immobilisation où, il y a de la peur. C'est pas une bonne immobilisation, c'est vraiment on freine hyper, hyper rapidement la physiologie parce qu'il y a un danger. OK? Donc il y a du coup une échelle, on parle de l'échelle polyvagale. Tout en bas, j'ai cet état d'effondrement dorsal où je peux expérimenter beaucoup de fatigue, beaucoup de brouillard. Voilà, c'est vraiment un effondrement, un état de conservation d'énergie extrême. Au-dessus, on a si on remonte l'échelle polyvagale, j'ai le sympathique. Donc là, c'est quand je suis en mouvement,
Quand j'ai de l'anxiété, des crises de panique et cetera, je suis dans le sympathique, il y a trop de sympathique, le système, il est en danger. Et puis, il y a tout en haut le ventral et c'est de là où on veut vivre. Connexion, résilience, voilà, sécurité, soutien. Ça, c'est le ventral. Mmh. Génial. Et créer que depuis le ventral, en fait. Donc pour les Yes, entrepreneurs, c'est vraiment important. yes, depuis un espace où on se sent en sécurité, on crée pas depuis une peur du manque et cetera et cetera. Mmh. Yes. Est-ce que, du coup, par rapport à ça, il y a, c'est beaucoup une approche qui vient des États-Unis, hein, la théorie polyvagale et les plus grands spécialistes, du système nerveux et cetera viennent de là-bas. Est-ce que tu voudrais partager aux gens cette notion, de trauma informé, trauma formé? Donc toi, on dirait que tu es trauma formé puisque tu es formé à cette approche, en fait, de la prise en compte du traumatisme dans l'accompagnement et dans, le chemin guérison des gens, notamment par rapport à l'anxiété pour toi. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin parce que être trauma formé ou trauma informé, c'est quelque chose où on en parle souvent toutes les 2. C'est une approche que tous les praticiens et tous les accompagnants, tous les profs de yoga, tous les profs de danse, tous les thérapeutes et peut-être même tous les parents, enfin tout le monde en fait, dans une posture d'accompagnement, devrait avoir. Donc, est-ce que tu peux déjà peut-être expliquer aux gens c'est quoi ces 2 notions, trauma informé, trauma formé? Et dire aux gens aussi, c'est quoi toi vraiment ton approche par rapport à ça? Heu, L'expertise que tu t'es créée, qu'est-ce qu'elle te permet? Qu'est-ce qu'elle permet à tes clients et cetera? Mmh. Je vais même dire que moi, je suis pas encore complètement trauma formée. Je il y a pas de définition, du dictionnaire Larousse, il y a pas de définition officielle. Pour moi, elle est très simple, la définition, c'est: tu as fait les 3 ans de somatic experiencing, tu es trauma formé. Tu les as pas fait, tu es trauma informé. OK? Mmh. Aujourd'hui, sur le marché, la formation au niveau du trauma, c'est la formation de Peter Levine, c'est le travail de Peter Levine avec la formation en somatic experiencing qui dure 3 ans. Parce que, parce que juste, trauma it's big, comment est-ce que c'est une grande chose quand même le trauma et il y avait il y avait une personne qui s'appelle Estelle, je sais plus, elle a disparu, j'arrive plus à la retrouver sur les réseaux sociaux maintenant. Anyway, elle avait une formation qui s'appelait, Don't fuck with trauma, tu vois? Je Oui, la trouvais c'était pas mal ce nom le nom de cette formation, mais oui, sans dramatiser, il y a un truc de on veut pas plaisanter non plus avec le trauma parce qu'on sait qu'un système nerveux fragilisé et ben, il peut être facilement retraumatisé, retraumatisable. On le voit beaucoup en thérapie par la parole, ce processus-là, malheureusement. Hem, Moi, j'ai plein de personnes qui viennent, qui ont parlé, parlé, parlé pendant des années et puis c'est presque pire. Je vais peut-être, voilà, peut-être, mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant ça, mais je vais le dire quand même et donc voilà, on veut pas se dire trauma formé alors qu'on n'a pas fait le somatic experiencing. Donc et après il y a plein d'autres formations. Je sais que par exemple Quantum Way qui traduit beaucoup les travaux de Richard Schwartz, Peter Levine, Gabor Maté, tout ça, ils proposent des petites formations par exemple en français, donc ça c'est génial. Pour être trauma informé, il faut absolument faites ça, faites ça. Après ça veut pas dire qu'on va, heu, faire des séances de résolution du trauma. On intègre notre connaissance du trauma dans, notre espace, j'en sais rien, tu parlais de la danse et ben, OK, je vais donner vraiment cette liberté de mouvement, je vais parler en début de séance de la notion de capacité, que chacun respecte sa capacité, je vais insister pour que les personnes, dès qu'elles sentent un petit malaise, ah, je sais pas, peut-être elles viennent me voir, quand elles s'assoient, elles sentent ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux amener tout ce que je sais sur le trauma dans ma pratique, mais je vais pas faire des séances de résolution du trauma. C'est juste ça la différence pour moi. Mmh. yes. Oui et du coup, c'est très important ce que tu as dit parce que on en a parlé souvent ensemble, dans, par exemple, ce qui est jeune, dans certains accompagnements où il n'y a pas du tout de prise en compte du système nerveux, du niveau de stress des gens, de leur vitalité, de leur capacité, et ben, souvent, les gens repartent avec un système nerveux, entre guillemets, plus dérégulé que celui qui sont arrivés. C'est notamment ce qui se passe dans les jeunes parce que bah, ça vient beaucoup, beaucoup activer l'énergie de survie, en fait, dans le corps, tu en parleras mieux que moi. Et du coup, moi, j'ai souvent vu des gens, après des jeûnes ou des détox, avec des réveils en fait d'addiction alimentaire très, très,
très, très intense, en fait, alors que c'était résolu pour eux depuis plusieurs années. Et donc, à chaque fois, moi, dans ces cas-là, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec des naturopathes et où parfois je n'ai pas eu de réponse de leur part sur ce sujet, en fait. Et bah, maintenant, je comprends, tu vois? C'est-à-dire que c'était quelque chose que je constatais. Maintenant, je le comprends avec l'approche, du système nerveux et l'approche trauma informée. Mais est-ce que toi, tu veux dire, en fait, pourquoi ce serait quoi les dangers pour un accompagnant, en fait, de ne pas intégrer cette approche à sa pratique? C'est-à-dire même juste d'être trauma informé, et de faire quelques formations, voilà, en ligne ou et suivre ton podcast et écouter des personnes spécialisées sur ce sujet pour vraiment comme intégrer cette approche, en fait, qui va, bien sûr dans la prise en compte du corps, mais dans la vraiment créer des espaces sécurisés, sécurisants, de prendre en compte le consentement chacun, de prendre en compte l'état d'insécurité des gens dans lequel ils arrivent au début d'un accompagnement. Parce que en général, tu demandes à te faire accompagner ou tu vas vers, une détox parce que, ben, il y a quelque part en toi une souffrance très forte qui te fait aller vers ça, tu vois? Donc, ça implique aussi du coup une insécurité en général. Donc voilà, est-ce que tu veux expliquer aux gens en fait en quoi c'est entre guillemets fondamental de s'approprier cette approche et quels seraient les dangers pour leurs clients entre guillemets, tu vois, de ne pas bénéficier d'un accompagnant qui a ce regard en fait. Yes, yes. Et cette notion de souffrance dont tu parles, elle est vraiment importante parce que c'est ça qui conduit les personnes aussi à lancer des flèches un petit peu dans tous les sens et puis essayer plein, plein de choses parce que et on le comprend. Parce que je veux vite juste arrêter la souffrance, en fait. La plupart des personnes qui viennent à moi, ça fait des années, ça fait 15 ans, ça fait enfin, c'est qu'elles sont en proie à de l'anxiété constante, qu'elles dorment pas, qu'à un moment donné, c'est stop. Donc oui, quand on voit, et par exemple, si on parle du jeûne, on voit des résultats exceptionnels. Par contre, sur du jeûne, sur des maladies et cetera, c'est génial, je vois ça, hop, je vais essayer, je me pose pas la question: «Est-ce que mon système nerveux, il est dans le bon état ou pas?» et cetera. Moi, enfin cet exemple du jeûne, après je prendrai d'autres exemples parce que le jeûne, c'est une thérapie magnifique, hein. Je veux pas, Oui, 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 tout à tu vois? fait. Enfin, il y a des bienfaits au jeûne juste incroyables et ça, je veux que ce soit posé. Par contre, par exemple, ouais, je sais que ma sœur, elle a été faire 2 semaines de jeûne, elle avait des gros TCA, ça a tout redéclenché, en fait. Parce qu'on leur a martelé pendant 2 semaines, il y avait des cours de naturopathie avec le jeûne, «Faut pas manger ça, faut pas manger ça et ça, c'est pas bon» et en fait, tu ressortais de là en mode tu pouvais plus rien manger, plus ou moins, tu vois? À part des graines germées et des légumes. Donc ça lui a redéclenché ses TCA et c'était tellement un stress qu'elle a eu aucun bienfait sur, ce pourquoi elle y allait, c'était son endométriose, tu vois? Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Moi, récemment, j'ai fait un jeûne de 3 jours et je vois que ça met encore ma physiologie vraiment je sens l'état de survie dans ma physiologie. Donc même sans parler du jeûne, il y a plein de femmes je crois que je connais pas de femme dans mon entourage qui n'a pas fait un régime Mmh. à un moment, tu vois? Soit on a complètement enlevé les féculents parce qu'on s'est mis dans la tête que les féculents c'était pas bon, soit tu vois, on sourit parce qu'on l'a fait aussi, soit, on a fait des grosses restrictions caloriques, tu vois? Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Effectivement, c'est ce que tu dis, on met la physiologie en état de survie. Donc là, c'est comment la nutrition, elle nourrit tes traumas? Littéralement, tu vois? Comment la nutrition, elle nourrit ton système nerveux dérégulé et l'énergie de survie. Donc ouais, heu, pour moi, j'en parle tout le temps, hein, et du travail somatique et du travail biologique ensemble. Assurez-vous, peut-être faites-vous accompagner sur ce volet-là, mais ouais, assurez-vous qu'il y ait tout dans l'assiette, quoi, les bons gras, les bons sucres lents, les pour que la physiologie, elle soit vraiment bien nourrie. Puis sur cette base-là, on peut puis voir des compléments alimentaires. Je sais que nous 2 on prend des compléments alimentaires. Pour moi, c'est hyper important, vraiment qu'il y ait cette nutrition optimale, puis là-dessus, on peut construire, quoi. Et sur les dangers de pas avoir, une pratique trauma informée, tu vois? L'exemple qui me vient là, c'est aussi le breathwork parce que moi je pratique le breathwork et on voit tellement de trucs en breathwork, notamment, en respiration holotropique pour pas la nommer, qui est une respiration quand même assez, forte. Des grosses décompensations. J'en parlais avec mon thérapeute, en crânio-sacré. C'est rigolo, c'est un homme d'un certain âge maintenant, il est en Italie, je vais le voir et lui il a commencé, en fait, il avait des palpitations quand il était jeune, puis il a commencé, en fait, son chemin un peu dans tout ça. Il est infirmier à la base de formation, avec du rebirthing. Mais le rebirthing, vraiment je pense dans les années 90, donc un peu les premiers, le 1er rebirth, les premières respirations holotropiques et il me disait: «C'était hyper violent» et aujourd'hui, lui, il est formé en somatic experiencing, c'est comme ça que je l'ai rencontré, il est assistant sur ma formation
il me disait: «Camille, tu pratiques le rebirthing», il me dit: «Tu fais gaffe, en fait, enfin, ça peut être vraiment, vraiment trop pour un système» et je lui ai dit: «Oui, je c'est pour ça que moi, voilà, je fais une respiration très, très douce, j'intègre l'ancrage, j'intègre l'orientation au début et tout ça». Mais peut y avoir des fortes décompensations. En fait, ce qui se passe pour l'expliquer, tu vois, c'est une histoire de capacité du système nerveux. Ça veut dire que si j'arrive dans une séance, que ce soit même de danse, je sais pas, de danse intuitive, d'ecstatic dance où les gens, ils vont me toucher, tu vois? Il y a des gens autour de moi, alors que pour moi, déjà, les relations, c'est genre danger, danger, tu vois? C'est too much pour mon système. Même sans parler d'une grosse séance de rebirth où j'arrive, dans une cérémonie d'ayahuasca, j'en sais rien, un truc qui va faire un gros en fait, quelque chose qui est fait pour augmenter la capacité de mon système d'un coup, tu vois? Pour faire de l'espace. En breathwork, on fait de l'espace avec la respiration. En danse, on fait de l'espace parce que juste on est en mouvement, puis on remet du flow dans le corps, tu vois? Mais peut-être que le corps, il est pas prêt à accueillir tout ce mouvement, tout ce flow, toute cette connexion, tu vois? Moi, je me souviens de pratiques aussi où on était en connexion, des cercles de femmes et tout, où on se regardait les unes des autres, mais moi, j'étais pas du tout prête à cette connexion. Pour moi, c'était horrible, tu vois, pour mon système. J'arrive là-dedans, donc ma capacité, elle est augmentée comme ça d'un coup. J'arrive avec une capacité d'une myrtille, tu vois? Qui se transforme en pastèque pendant la pratique et puis mon système, il fait quoi? Qu'est-ce que je fais, en fait? Je l'envoie dans une grande expansion d'un coup et le mouvement inverse, c'est quoi? Il se recontracte et donc je suis rentrée avec la capacité d'une myrtille, je ressors avec la capacité, d'un raisin sec, tu vois? Parce que comme un effet de contrebalancier, mon système, il dit: «Mais j'étais pas du tout prêt à aller dans l'expansion. Ouh là là, je me contracte encore plus», tu vois? Protection, en fait. Juste mode simple de survie et de protection. Donc du coup, si j'avais fait un peu de travail sur la capacité de mon système nerveux, que j'étais arrivée à la myrtille, bah, je dois recommencer. Je dois recommencer. Parce que c'était trop. Et qu'est-ce que ça fait, ces pratiques-là qui sont trop? Ça mimique le trauma. Parce que le trauma, c'est tout ce qui est trop pour mon système. C'est tous les moments où je suis submergée. Donc ça vient en fait et c'est tu vois, c'est un peu, peut-être culotté de dire ça, mais c'est ça, ça vient vraiment mimiquer le trauma dans mon système et c'est la même chose pour mon système, ça s'apparente à du trauma. Surtout qu'un système nerveux dérégulé fait pas du tout la différence entre les activations. Donc une activation, tu vois, trop de joie pour un système dérégulé, bah, c'est trop d'énergie dans le système, c'est trop. On s'arrête là, on s'arrête à c'est trop. Que ce soit de la joie, que ce soit de la connexion, que ce soit du mouvement, on en a rien à faire. C'est trop. C'est trop et ça envoie mon système dans son vortex traumatique. Donc pour certains, ça sera une crise d'angoisse, pour certains, ça sera de l'anxiété qui revient, pour certains, c'est un flare-up de maladie auto-immune, tu vois, une poussée, pour certains, c'est ils retournent dans leurs addictions. Mmh. Et d'ailleurs, en t'écoutant, je me dis, bah, c'est notamment pour ça, ça m'est pas souvent arrivé, mais en fait, on le retrouve par rapport au sport, on peut le retrouver par rapport, j'en parlais d'ailleurs à une retraite que j'ai animée récemment, je vois pas mal de gens sur Instagram qui te disent qu'ils boivent du cacao pur tous les jours. Mais ça, bon, déjà, c'est très très mauvais physiologiquement hein, pour le foie, etc. Mais en fait, cette addiction à une plante médecine ou même à une pratique, alors ça veut pas dire que toi et moi, on n'a pas de routine, on n'a pas d'outils, etc. Mais moi, je me souviens aussi d'amis qui allaient, dans des cérémonies de plantes médecine presque tous les mois, tu vois? Ben, c'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est une espèce de reproduction d'une addiction qui mimique le trauma, mais qui n'aide pas à la résolution, en fait, qui n'aide pas à apporter une sécurité intérieure profonde. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire, toi, par rapport à ça, bah, vraiment ton approche, à la fois en termes d'accompagnement et puis en termes de breathwork, c'est du coup exactement ce que tu dis, qui est aussi d'ailleurs quelque chose que nous, on nous transmet en Kundalini Yoga. On dit aux gens, on pratique le Kundalini Yoga un petit peu, régulièrement, pour permettre au corps justement d'expanser tout petit à petit sa capacité énergétique, tu vois, de recevoir davantage d'énergie. Et il y a des gens qui disent: «Ah bah, j'ai peur d'avoir une montée de Kundalini en faisant du Kundalini Yoga». C'est justement l'inverse. C'est pour ne pas arriver qu'un jour tu exploses parce qu'il se passe, je sais pas, quelque chose dans ta vie et il se passe ça, tu vois, une espèce de montée de Kundalini. C'est justement pour que tout doucement, ton corps soit en capacité de recevoir un peu plus d'énergie et ton système nerveux aussi. Et comment toi, du coup, tu intègres ça dans tes accompagnements et dans le breathwork par rapport justement à d'autres personnes qui utilisent cet outil, de façon un peu plus, expansif quoi et où toi tu bah, voilà, tu partages ce que tu viens de partager que ça peut être, ça peut être dangereux en fait, et moi c'est ce que j'ai vécu dans ma première séance de breathwork, c'est que je suis ressortie beaucoup plus mal que comme je suis arrivée et j'ai mis 3 jours à m'en remettre alors qu'à l'époque j'étais quand même déjà bien avancée sur mon chemin avec plein d'outils et cetera. Heu, donc voilà, c'est pour ça qu'on partage ça donc
toi, ton approche, c'est du coup de faire les choses, progressivement, en douceur, concrètement. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de façon un peu générique par rapport à toutes ces pratiques, même si c'est compliqué de donner un conseil générique, mais Ouais. Bah, ce que tu décris là, le petit bout par petit bout, goutte par goutte, c'est vraiment le titrage en fait. Ça, c'est un grand concept de somatic experiencing. C'est un concept qui nous vient de la chimie, de je mélange 2 solutions et je vais goutte à goutte mélanger en fait les 2 solutions. Je vais pas tout mettre d'une solution à l'autre parce que je sais pas quel effet ça va avoir, peut-être que ça va exploser. Je titre, c'est ce qu'on appelle le titrage, tac tac, une goutte, une goutte. Les mots vraiment clés, c'est intégration, c'est transition, c'est espace, c'est temps, c'est tout ce qu'on fait dans une séance de somatic experiencing. En fait, le et c'est ça souvent le problème, je vais arriver dans une cérémonie, d'ayahuasca, j'arrive en séance de breathwork, alors j'arrive de ma vie quotidienne, hop, dans la séance, tu vois? Sans transition et souvent j'en ressors sans transition. Donc il y a pas d'espace, il y a pas d'intégration, tu vois? Ce qui est fabuleux si tu vas en séance de somatic experiencing, on donne l'espace enfin au système nerveux. Si je vais dans une se je vais raconter, juste pour illustrer en 1 minute, j'ai renégocié un gros accident de voiture que j'ai eu il y a 4 5 ans, dans ma dernière, séance de somatic experiencing. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai re-raconté, donc j'ai refait le récit et quand je refais le récit, bah, je revis les choses, hein. Et la praticienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné le temps, elle m'a donné l'espace, elle m'a donné les ressources en me ramenant en permanence, donc là en titre, hein, en me ramenant en permanence à l'ici et maintenant, à mes ressources. «Tu es bien là, tes pieds sur la terre, regarde-moi, tac, tu as des ressources dans ton environnement, on s'oriente» et mon corps, il a fait ce qu'il avait à faire et ce qu'il a pas pu faire pendant l'accident. Donc et là, il y a résolution et là, il y a intégration. Et ça arrive très souvent dans les séances de somatic experiencing qu'on s'arrête 5 minutes avant la fin, 10 minutes avant la fin parce que c'est tout ce qu'on peut intégrer. Là, maintenant, on va pas pouvoir intégrer plus dans l'heure qui nous est donnée. Et souvent, c'est ça qui manque dans les séances, voilà, de breathwork, de danse, de j'en sais rien, de tout ce qu'on peut faire, c'est sans transition. Donc ça, c'est un premier truc. Donc moi, ce que je fais un peu concrètement en séance de breathwork, au début, bah, j'informe là-dessus, tu vois? J'aime bien même dire au début de mes séances de breathwork qu'on recherche pas le breathwork d'Instagram, on recherche pas les grosses sensations. Ce qu'on recherche, c'est vraiment de rester présent, d'être présent à nos sensations, si jamais c'est trop, on rouvre les yeux, on se réoriente, on revient dans l'ici et maintenant. Je ramène beaucoup au corps en contact avec la surface sur le sol, au moins 2 3 fois pendant la séance. Sentez votre corps sur la surface où vous êtes parce que juste ça, oups, ça ramène à l'ici et maintenant. Les grosses décharges émotionnelles, ça peut arriver et ça peut arriver si ça arrive de façon complètement organique, c'est génial. OK, il y a une décharge émotionnelle, mais une décharge émotionnelle, c'est court. Quand on voit là ces personnes qui sont là pendant 10 minutes, ah! Des énormes sanglots en séance de breathwork, c'est pas ça c'est pas organique ça, c'est pas organique et ça, c'est ce qu'on nous montre sur Instagram, hein. C'est ce qu'on nous montre sur Instagram. Donc non, il y a ça, il y a vraiment l'orientation, je permets aux gens vraiment de s'orienter, on prend ce temps-là au début de la séance de breathwork, on s'ancre, on se réancre plusieurs fois dans la séance, puis à la fin, il y a un temps d'intégration et puis il y a un cercle de parole, donc deuxième temps d'intégration où on peut se déposer. Il y a 2 temps comme ça d'intégration. Donc oui, si vous êtes, praticien, coach et tout, si vous nous écoutez, déjà juste amener de la place pour la transition. Les personnes, elles arrivent dans votre espace. OK, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'elles ont besoin de déposer quelque chose, elles sont arrivées, j'en sais rien, il y a eu un con sur la route qui leur a grillé la priorité à droite. J'arrive avec une activation si j'arrive avec ça, tu vois? Donc voilà, peut-être ça, ouh, OK, je le dépose. Qu'est-ce que vous tu voulu lui faire? OK, on va faire de la place pour ça. Et puis après, on peut aller dans quoi on veut aller et puis s'assurer qu'il y a des ressources, quoi. Tu vois? S'assurer qu'il y a des ressources, ça peut être, trouver on prend un petit temps pour s'orienter ensemble, on trouve de la ressource dans la connexion. Souvent les thérapeutes dans leur, cabinet, tu vois, ils ont des beaux cabinets, ils ont des bougies, ils ont des choses qui peuvent servir de ressources, tu vois, aux gens. Donc ça, pointer vers les ressources, et puis donner un temps d'intégration à la fin. yes, Mmh. Mmh. super. Ouais, merci beaucoup. C'est drôle, tu vois, pareil, dans chaque fois que je clôture mes immersions, je dis aux gens, le plus important, là, c'est que vous preniez vraiment, vraiment du temps pour intégrer, pour être seul, pour ne rien faire, etc. Et pas retourner dans un truc super intense où t'as pas le temps. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment important, même si c'est des choses, je pense que de plus en plus de gens font, tu vois. Même moi, je fais des appels d'outboarding, tu vois. Donc, on finit un accompagnement, puis en fait, après, il y a encore un temps où on fait un point sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, sur... je pense que c'est quelque chose qui peut
qui peut s'intégrer en tant que professionnel dans l'accompagnement de plein de façons. Et au-delà, je crois que c'est surtout quelque chose à intégrer dans nos vies, même si elles vont de plus en plus vite et que Ouais, c'est un vrai challenge. Mais ouais, qu'on s'apprenne les temps d'intégration et de transition. complètement, Mm. complètement. Mmh. Merci. Est-ce que du coup, tu voudrais partager pour que les gens aussi se rendent compte une histoire de client que tu as accompagné qui te touche beaucoup pour que voilà, peut-être des gens qui sont soit entrepreneurs, soit juste des gens qui écouteraient le podcast et qui ont eu soit bah, de l'eczéma, des maladies chroniques et qui en fait derrière ça, ça cache souvent ben, euh, une charge traumatique ou de l'anxiété, etc., etc. Est-ce qu'il y a une histoire particulière que tu voudrais raconter pour que les gens se rendent compte de l'importance de ce chemin en fait? Yes, yes. Je pense l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une femme qui est venue à moi, dans les débuts de mon accompagnement avec l'anxiété et qui est toujours dans mes séances Rise Alumni et cetera, et elle m'a beaucoup appris à moi aussi. Cette personne, c'est une personne qui est venue avec des choses très lourdes, voilà, il y avait eu des abus sexuels, enfin vraiment des choses très lourdes. Et il y a toujours une part de moi qui a su, qui était très alignée sur: «Ouais, c'est OK, je peux l'accompagner». Il y a des parts de moi qui ont douté à certains moments aussi et je pense que ça serait pas honnête de pas le dire. Je pense que quand on est thérapeute, il y a des parts de nous qui parfois doutent, tu vois? Est-ce que je peux apporter quelque chose à cette personne? Voilà, mais après c'est le job du thérapeute de voir nos parts et puis de leur demander de la place et puis après d'aller s'occuper de ces parts-là en dehors des séances et puis de faire ce travail et pour pouvoir juste revenir dans et moi j'ai fait ça à plein de moments de juste revenir dans: «Non, non, OK, je me régule moi là et puis je vais déjà prêter mon système nerveux» et ça sera déjà énorme en fait de prêter un système nerveux régulé. Mais cette personne, ouais, elle venait avec des choses très, très lourdes, justement de l'eczéma, des douleurs, beaucoup de douleurs partout justement dans la zone du bassin, dans les jambes, énormément de douleurs, plus aucune capacité pour la joie, plus aucun goût à la vie, enfin des gros doutes sur sa parentalité. Hem Pendant qu'on était dans notre accompagnement, sa petite fille, elle a voilà, elle a eu l'âge aussi où elle, ça a commencé les abus sexuels à cet âge-là, donc ça a fait retraverser plein de choses et tout. Et cette femme, néanmoins, elle a jamais abandonné et ça, je crois, ça a été la plus grosse leçon pour moi. Elle a toujours été là, elle a jamais abandonné, elle a titré, elle faisait ce que je lui proposais, on revenait, on débriefait. Enfin, c'était vraiment cette collaboration et c'était tellement beau et aujourd'hui, il y a plein de moments, voilà, où elle m'a envoyé des messages: «Waouh, j'ai vraiment ressenti de la joie aujourd'hui, j'ai vraiment profité». Il y a quelque chose de moment d'expansion, tu vois, que maintenant elle vit avec son compagnon aussi dans la connexion, parce que c'était pas facile non plus. Hem et ouais, ça y est, ça se réouvre, quoi et on voit ces moments d'expansion et elle est loin d'être encore tout le temps dans l'expansion et c'est normal, je crois on n'est pas tous tout le temps dans l'expansion, mais maintenant, il y a ces espaces qu'il y avait plus, en fait et ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Ouais, ça permet aux gens de se rendre compte de une forme d'espace d'épanouissement, en fait. Je sais pas si on peut appeler ça de bonheur, parce que, il y a toujours des hauts et des bas et tout ça, comme tu dis, puis c'est à faire attention. Elle a osé arrêter un métier qui lui plaisait plus, enfin, il y a ouais, il y a plein de trucs et moi, tu vois, là, on parle d'entrepreneuriat et d'argent, je suis de plus en plus convaincue qu'à un moment donné, sur le chemin de guérison, on devient entrepreneur. Tu vois? J'ai une amie aussi là qui a fait mon programme Rise et ça faisait mais 2 ans, je pense que je lui disais: «Mais tu es super douée avec la couture, tu dois lancer ton truc et tout, c'est incroyable». Puis: «Non, non, non» à chaque fois et là, bon, elle a fait Rise et puis je sais pas si c'est la coïncidence ou quoi, mais à la fin du programme, elle me dit: «Ah, tiens, je t'envoie mon logo, ça y est, je me lance, tu vas être mon modèle et tout». C'est elle qui m'avait fait ma robe de mariée. Je lui avais dit: «Je peux faire le cobaye quand tu veux et tout» et c'est parce que c'est une forme d'expression de soi, en fait. Elle, Mmh. pour elle, c'est une expression d'elle, la couture et là, elle l'amène au monde et là, elle ose se montrer et il y a quelque chose de tellement guérisseur là-dedans. Mais effectivement, quand je disais: «On peut créer que depuis le ventral», c'est ça. Il faut qu'il y ait assez de ventral dans le système pour pouvoir aller créer ça, peut-être pour trouver si je parle du self aussi avec les parts de nous, pour trouver le courage, pour trouver la confiance, pour trouver la créativité de de s'engager sur ce chemin-là, ouais, d'entrepreneur qui vient nous chercher, partout, à tous nos endroits. Vient appuyer sur tous nos boutons. Yeah, je te remercie. Ça apporte aussi beaucoup de compassion, aux personnes qui, moi, tu vois, je me souviens, il y a bah, quand j'avais 29 ans, 30 ans, bon, donc il y a plus de 6 ans bientôt,
j'avais cet élan déjà de me dire j'aurais envie de faire autre chose, mais j'étais encore avocate et à l'époque, je me sentais pas complètement dans la capacité de m'autoriser, j'avais pas cette sécurité intérieure. Et je connais encore des personnes autour de moi qui me disent, ben, c'est trop insécurisant pour moi, en fait, d'envisager une vie comme la tienne. Et c'est OK, en fait. C'est un chemin et peut-être, du coup, dans ces cas-là, envisager, si ça résonne, de faire ce chemin sur le système nerveux, l'anxiété, le trauma, pour voir si ça peut apporter soit plus d'épanouissement dans la vie de la personne, soit ça peut permettre d'aller vers cette voie professionnelle que l'âme appelle, en fait, pour qui c'est une évidence, mais que dans la matière, c'est un peu plus complexe, quoi. Ouais et puis, tu vois, pour moi, je le vois vraiment pas comme tout ou rien. Je pense que on peut complètement être entrepreneur en étant employé, en fait. Moi, cette amie-là, en l'occurrence, elle est prof, tu vois? Et elle adore son métier de prof. Elle adore son métier de prof et elle va pas le lâcher, et à côté, elle a son activité, de couture, quoi, dans lequel, une autre façon pour elle de s'exprimer et ouais, moi, j'adore ça, je trouve ça hyper beau, vraiment hyper beau. Mmh. Génial, trop bien. Bon, alors du coup, après cette longue introduction sur bah, ta pratique, ton approche, etc., on peut aller un peu plus sur la notion bah, d'entrepreneuriat et de relation à l'argent. Toi, si moi je résume de mon prisme, il y a trois choses sur lesquelles, trois grands axes sur lesquels tu dis avoir beaucoup bossé ces dernières années dans ton parcours d'entrepreneuriat. C'est bah, donc l'anxiété, système nerveux, le mindset d'une certaine façon, donc changer tes croyances, et la relation à l'argent. Est-ce que tu veux nous dire, bah, ces trois choses-là, comment tu as bossé là-dessus, avec quels outils? Parce qu'en plus, je sais que bah, du coup, tu as des outils très spécifiques que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Voilà, comment tu as fait bouger les choses par rapport à ces trois aspects qui parlent, je pense, à beaucoup de gens? Et puis je pense que je rajouterais la santé quand même qui est la fondation Oui, et ce qui est important parce que ça prend du temps et ça prend des ressources. Acheter ton extracteur de jus, faire tes jus de céleri, nin parfois tu as pas envie et ben je le fais quand même, tu vois? Moi, je le consi ça a été quand même un vrai, travail aussi ce pilier de la santé, donc il y a ça aussi. L'anxiété du coup, bon, la théorie polyvagale, on en a parlé, tout le travail en somatic experiencing, ça a été vraiment ça, hein, pour moi. Le travail en IFS et en somatic experiencing, pour l'anxiété, ça a été ça et il c'est là où ça croise pour moi avec la santé, en fait et la nutrition aussi, ça a été de réintégrer des plus de protéines dans mon alimentation, enfin plein de basiques un peu comme ça, mais qui soutiennent tout le travail, en somatic experiencing et en IFS et je sais qu'on a eu nous dans notre communauté de terrain un témoignage comme ça d'une mmh, personne qui a fait, un accompagnement en somatic experiencing, puis à partir du moment où elle a commencé à prendre certains compléments alimentaires et ben, tac, ça a commencé vraiment à it began to stick en fait, ça a commencé à être vraiment intégré en fait, ce qui se faisait en thérapie, donc ça, c'est hyper intéressant. yes, yes. Est-ce que tu veux dire aux gens qui écouteraient, parce que pareil, moi j'en parle de plus en plus, mais c'est encore un outil pas forcément connu de tous. Qu'est-ce que donc somatic experiencing, c'est une technique de thérapie vraiment par le corps, voilà, créée par Peter Levine, qui, bah, pour pareil, pour les gens qui connaisseraient pas, donc Peter Levine, c'est un enfant des survivants de la Shoah, c'est ça? Voilà. Aux États-Unis, il a beaucoup creusé les notions de trauma transgénérationnel, etc. Et il en est venu à créer cette pratique du somatic experiencing pour libérer dans le corps la charge traumatique. Ça va? Je résume bien. Je fais pas d'approximation. Il est incroyable, il a beaucoup étudié les animaux. Peter Levine, en fait, beaucoup, beaucoup étudié le monde animal et et de là lui vient une grande partie, en fait, de ce qu'on trouve en somatic experiencing parce qu'on est des mammifères, hein. Hmm, yes. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le somatic experiencing. Il y a certaines personnes formées en France, encore très peu, mais c'est en train d'arriver. Vraiment, s'il vous plaît, si vous nous entendez, formez-vous parce que moi et je vais vous dire, il y a tellement de travail. On me demande tous les jours des noms de Oui. praticiens en somatic experiencing. Je suis obligée de donner les noms de personnes encore en formation. Il y a personne, toutes les personnes que je connais qui sont formées ou qui sont même déjà formateurs, elles ont plus de place dans leurs agendas. Oui. Yes. Donc Ouais, je le conseille pareil régulièrement quand je rencontre des personnes qui ont, tu vois, beaucoup d'anxiété, des maladies chroniques. Et comme toi, la seule chose maintenant que je donne, c'est le site de la fédération en France, tu vois, que moi, on m'a donné parce que les contacts qui sont tes contacts, ils m'ont dit, j'ai plus de place. Donc,
Donc voilà, donc si vous avez envie d'accompagner des personnes, sur ce sujet. Donc ça, c'est le somatic experiencing. Donc c'est une thérapie du coup très peu par la parole, pour que les gens comprennent. Enfin, voilà, on fait des légers mouvements dans le corps, et cetera. Moi, quand je l'ai fait la première fois, j'ai écrit à Camille, je lui dis: «Ah, c'est comme si c'était une espèce d'état de transe ralenti». Juste voilà, on écoute le corps et ce qu'il a envie de faire en y allant très, très doucement. Mmh. Et l'IFS, est-ce que du coup, tu veux expliquer ce que c'est? Ouais, l'IFS, c'est le travail, du coup, de Richard Schwartz, c'est le travail avec les parts de nous. Ce qu'on considère, du coup, c'est que quand il y a trauma, on se fragmente et il y a des parts de nous qui sont exilées loin dans notre système parce qu'elles portent trop de souffrance et il y a des parts de nous protectrices qui s'assurent qu'on continue de fonctionner, en fait, au quotidien et qu'on touche plus, cette immense souffrance, honte, deuil, tristesse et cetera qu'on a pu ressentir dans les moments où c'était trop. Et donc le travail avec les parts, c'est quoi? C'est de faire le travail avec nos parts protectrices pour qu'elles nous laissent doucement avoir accès à ces parts qui ont été blessées, qu'on puisse aller, voilà, les guérir et en fait, en IFS, on travaille vraiment avec la mémoire implicite. Ça veut dire qu'on vient un peu comme réécrire l'histoire à l'intérieur de nous, mais c'est ça, en fait, on vient réécrire l'histoire et c'est une sorte de reprogrammation par le récit, hem, de nos parts, parce que nos parts, elles vivent dans notre subconscient, hein et et là, c'est par la parole pour le coup. Moi, je le en fonction de voilà, en fonction du background du thérapeute, peut y avoir le corps plus ou moins impliqué dans l'IAFS, mais c'est une pratique qui est, pour moi hyper efficace. Enfin, pour moi, c'est ouais, hyper efficace et là où c'est très différent, je dis: «C'est par la parole», mais où c'est très différent de la thérapie par la parole, c'est qu'en IFS, l'attention, elle est portée à l'intérieur de notre système. Je suis pas en connexion avec le thérapeute en train de lui parler comme une conversation, c'est je suis à l'intérieur de moi et le thérapeute, il est juste là comme guide, en fait, pour poser des questions. Yes, yes. Super. Donc voilà, ça, pour donner une idée, donc tu as utilisé ces 2 outils, plus conjointement la nutrition, parce que dans ton approche et clairement dans la mienne aussi, moi j'ai pendant tout un temps de chemin de guérison, en fait, j'étais clairement en sous-nutrition, j'ai eu plein de problèmes de santé et cetera. Donc on en parle souvent, faites très, très attention à, ne pas être en état de sous-nutrition. La plupart des gens, qui ne se supplémentent pas sont totalement carencés en magnésium, en fer, même si les fourchettes des labos ne le vous laisse pas apparent parce que c'est comme ça, mais en général, on a besoin de fois 2 à peu près, sur tous les nutriments et minéraux. Donc La voilà, vitamine D essayez. fois 10. Ouais, voilà, essayez, testez. Qu'est-ce que ça donne si je prends des suppléments pendant un mois ou 2, des suppléments de très bonne qualité? Camille et moi, on travaille avec la marque doTERRA et c'est vraiment ce qu'on recommande parce que c'est aussi notre expérience, hein. Moi, j'ai testé d'autres marques. Mais voilà, ça c'est très très important parce que à un certain niveau, il y aura jamais moins d'anxiété si vous êtes tout le temps en sous-nutrition et carencé. Donc ça, Yes. c'est aussi ce que tu as fait. Et Complètement. ensuite, il y a eu les piliers qui sont conjoints, en fait, j'ai l'impression pour toi, ça a été vraiment le mindset et la relation à l'argent, même si en fait, pour moi, dans ton état d'esprit et là où tu es arrivée en créant ton entreprise en 2019 en tant qu'accompagnante, tu avais déjà un mindset d'entrepreneur hyper avancé. Mais par contre, il y avait besoin bah, de le renforcer et de bosser sur la relation à l'argent. Comment tu as navigué les choses par rapport à ces deux piliers-là? Yes et c'est intéressant, là, ce qui me venait à l'esprit aussi, c'est le breathwork parce qu'on parlait de la nutrition. Une autre façon dont je me suis nourrie, c'était aussi par la respiration, hein. On absorbe des litres et des litres de respiration, on respire beaucoup plus qu'on ne mange que qu'on ne mangera jamais et on n'en parle pas mais du coup, pour moi, c'est le pont justement entre le corps et l'esprit, donc j'ai beaucoup, beaucoup respiré en breathwork aussi, énormément, énormément. Et ça m'a permis de reprogrammer des choses aussi à l'intérieur de moi, si on parle de mindset. Une méthode que j'utilise énormément, c'est Psyché, que auquel je me suis formée en c'était 2022, quelque chose comme ça. Ça, c'est une méthode où on vient reprogrammer au niveau subconscient en utilisant le test musculaire. Donc ouais, ça, j'ai énormément utilisé. Puis la relation à l'argent, on a beaucoup bossé aussi toutes les 2, hein. Yes. On a beaucoup bossé toutes les 2 là-dessus, voilà, ça a été de d'aller, creuser au niveau de mon transgénérationnel, de prendre conscience de plein de choses dont j'avais absolument pas conscience sur l'argent. Enfin moi, je j'avais aucune conscience que l'argent, ça pouvait être lié à des choses transgénérationnelles, au trauma, à mes croyances. Enfin pour moi, c'était l'argent et c'était l'argent, tu vois? Il fallait l'économiser et c'est tout et il y en avait jamais assez et c'est tout. Ça allait pas plus loin que ça. Ça allait pas plus loin que ça. Mmh. Génial. OK. Et ce qui m'a permis du coup de reprogrammer tout ça, bah oui, sur le volet vraiment reprogrammation, je crois que c'est Breathwork et Psyché énormément. Ouais, Mmh. Mmh. génial.
Super. Bah, Psyché, du coup, pour les gens, c'est un outil, du coup, où on peut reprogrammer par soi-même. Donc, tu as beaucoup utilisé, une fois que tu t'es formé, tu peux le faire 20 fois par jour, quoi, si besoin. N'allez pas Je suis désolée pour tous les praticiens de psyché, mais n'allez pas faire des séances de psyché. Enfin, pour moi, franchement, formez-vous, en fait. Vous faites les 3 jours de formation et vous êtes complètement autonome. C'est incroyable cette méthode. Mmh. Yes. Génial. Super. Et du coup, tu vois, pour aller vraiment dans, l'élan, moi, qui m'a fait t'inviter dans le podcast, c'est quel lien tu fais, toi, une fois qu'on a, ben, amené aux gens l'approche trauma informé, cette approche du système nerveux, de l'anxiété, c'est quoi le lien pour toi entre le trauma et la relation à l'argent, que ce soit pour les gens qui sont pas du tout en paix avec l'argent, comme certains thérapeutes, moi, que j'accompagne, où c'est très compliqué pour eux d'envisager de vendre leurs services, de demander de l'argent à quelqu'un, d'augmenter leurs tarifs, etc. Ou dans peut-être un deuxième temps, pour ces personnes qui sont peut-être plus atypiques, mais qui existent aussi sur le marché, à un certain stade d'entrepreneuriat, des gens qui gagnent très très bien leur vie en une très courte période et qui font faillite, entre guillemets, ou l'argent disparaît dans les 3 mois qui suivent, quoi. Comment tu vois ça? Quelle explication tu peux donner aux gens qui sont dans ces situations-là? Je vais parler de l'argent, là, comme une énergie de survie. OK? Comme quelque chose, un médium, quelque chose un moyen qui nous permet de survivre. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, même si on est dans les hautes sphères de la manifestation et tout, sans argent, c'est quand même difficile de vivre. Je sais que, voilà, il y a des gens praniques, machin et tout, mais même ceux qui sont praniques, il faut qu'ils payent leur loyer, OK? Donc ma survie, elle est intimement liée à l'argent. Moi, je le vois depuis ce spectre-là. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a trauma, ce qui est, perturbé le plus, c'est le sommeil, la reproduction, donc la sexualité et l'alimentation, qui sont les 3 fonctions qui nous permettent basiques de survivre. Moi, je rajoute l'argent, OK? Donc le lien, il est déjà là. Le lien, c'est l'énergie de survie. Ensuite, je pense qu'il y a une grande question de la honte. Quand il y a trauma, il y a de la honte. Donc ça vient nous connecter à une si on le connecte à une croyance, c'est: «Je le mérite pas» et je pense qu'on la retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, Mmh. celle-là, Yes. au début. Au début en tout cas. Heu et peut y avoir aussi juste de la honte d'être attaché à l'argent. Ça veut dire que là, si on va dans le transgénérationnel, tu vois, si j'ai toujours même pas entendu, mais absorbé un truc de: il y a nous et il y a eux, tu vois? Il y a les gens riches, par exemple, puis il y a nous. Moi, c'était ça, énormément, énormément. Tu vois, moi, j'avais ma grand-mère qui disait, «Nous les petites gens», tu vois? Ce genre de truc que t'entends comme ça toute ton enfance. Donc il y a une séparation à cet endroit-là. Il y a nous et puis l'enfant, il faut qu'il reste connecté, hein, il faut qu'on reste dans la tribu, tu vois? Donc il y a moi je suis là, puis les autres ils sont là et je vais pas là-bas. Parce que si je vais là-bas, je vais être déconnectée d'ici et ça, c'est trop dangereux. L'attachement, trumps it all, comme on dit en français. L'attachement, gagnera toujours. L'attachement gagnera toujours et l'énergie de survie gagnera toujours. Hem, Si je prends du coup maintenant les personnes qui arrivent pas si je prends du coup la grille de lecture de l'attachement, les personnes qui arrivent pas à gagner de l'argent, c'est intéressant. On pourrait dire qu'ils ont un attachement évitant vis-à-vis de l'argent. OK? C'est comme si dans l'attachement évitant, c'est quoi? C'est la connexion, elle est dangereuse. Si je prends la définition de l'attachement évitant. La connexion, elle est dangereuse. Donc comme si la connexion à l'argent, elle serait dangereuse et là, c'est difficile d'expliquer de façon générique. Là, chaque personne qui nous écoute doit aller et dire: «Ah, tiens, ouais, peut-être que ça me parle et il y a quoi comme croyance derrière?» tu vois? Est-ce qu'il y a la croyance que moi j'avais de: «Il y a nous et il y a eux»? Est-ce qu'il y a, une identité, nous les petites gens? Est-ce qu'il y a des croyances du style, les personnes qui ont de l'argent, c'est des personnes égoïstes, et malsaines, tu vois? J'en sais rien. Les gens changent avec l'argent, tu vois? Tous ces trucs et c'est là où on va dans les croyances après. Moi, je trouve que Psyché, pour l'argent, c'est hyper efficace. Et après, tu m'as parlé des personnes qui sont capables de gagner de l'argent, mais qui repèrent tout très vite. Donc ça, c'est un peu les personnes qui appuie sur le frein et l'accélérateur à la fois, tu vois? En termes d'attachement, ce serait plutôt l'attachement désorganisé. Donc, je suis capable d'aller dans cette connexion, même carrément, je vais dans la connexion, mais dès que ça devient trop, ouh là 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 là, je m'en débarrasse. Oh my god, pas trop, OK? Ça, c'est intéressant, on peut vraiment faire le parallèle ici avec l'attachement désorganisé. Donc
Moi, ça serait comme ça que je le vois et c'est peut-être se demander aussi une question qui peut être intéressante, c'est se demander comment l'argent, là, dans ce cas de figure-là, il remplace une personne. Qu'est-ce que ça me donne l'argent? Parce que tu sais, quand on dépense un peu sans compter l'argent, il y a ce truc de combler un vide, de ça me donne quoi comme affection? Ça me donne quoi comme soutien? Ça me donne quoi comme sécurité de voir que je peux dépenser de l'argent sans compter? Intéressant comme piste. Oui, oui, merci. C'est des pistes, il y a rien de scientifique là-dessus, tu vois? C'est plus de l'empirisme, hein, là. Oui, 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 c'est, Observé avec dans ton les approche, systèmes, comment de tu ce que j'ai observé dans les systèmes des personnes que je vois, ouais, ouais. Et ce que je vois, c'est que quand les personnes, elles font le travail sur leur système nerveux, elles s'autorisent plus l'entrepreneuriat, dont on avait parlé, et elles s'autorisent plus, hem, je vais dire le risque, parce qu'il y a assez de sécurité à l'intérieur pour prendre des risques mesurés, hein. Les entrepreneurs, à succès, ils prennent toujours des risques mesurés, pas des risques démesurés, et elles s'autorisent à recevoir. Et donc recevoir aussi de l'argent. Mmh. ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, juste avant notre interview, j'ai échangé avec une cliente que j'ai accompagnée et il y a eu beaucoup de libération émotionnelle et beaucoup pour elle de changement. C'était exactement ce que tu disais. Sur elle, dans sa famille, on lui disait en fait, ce qui est important dans la vie, c'est de rester dans la simplicité. Donc, on culpabilisait un peu le fait de gagner de l'argent. Et du coup, bah, elle venait de lancer son activité entrepreneuriale, mais elle n'avait pas vraiment besoin d'argent dans le sens où elle avait une sécurité financière par ailleurs de par son conjoint, tu vois. Mais qu'en plus, bah, du coup, si c'était mal de gagner de l'argent, en fait, elle était à un panier, à un palier où en fait, elle gagnait très peu d'argent, tu vois. Elle pouvait pas être autonome. Donc, on est venu à la fois bouger les choses sur l'argent et en même temps libérer des peurs parce que je pense que c'est beaucoup ce qui se passe aussi avec, par exemple, ce que toi tu proposes, c'est qu'on s'autorise à être visible, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ça et les gens comprennent pas parce que ça a été un chemin, mais à un moment, pour moi, c'était terrorisant d'être en vidéo, c'était terrorisant qu'il y ait une photo de moi sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y avait énormément de charges traumatiques, en fait, tu vois. Donc si c'est aussi quelque chose qui résonne pour vous, s'il y a des peurs de la visibilité, est-ce que tu veux peut-être aussi parler de ça? Parce qu'en fait, pour être entrepreneur, à un moment, il faut être visible dans le monde, peu importe comment, que ce soit par les réseaux sociaux ou en présentiel, mais ça nécessite de se montrer. C'est quoi, toi, ton approche de ça? Tu vois, les gens qui étaient comme moi, à un moment, j'avais trouvé des excuses hyper bizarres pour bah, me dire non, non, mais c'est hors de question que je sois visible d'une certaine façon. C'était en lien avec mon apparence, tu vois, et une forme de danger, que les gens sachent qui je suis et viennent me chercher. Enfin, c'était très bizarre. Mais... Yes, le mot-clé ici, c'est la honte et peu importe, quelle expression ça prend, c'est-à-dire j'ai pas confiance en moi, j'ai une mauvaise estime de moi, j'aime pas mon image, je me trouve trop grosse, je me trouve trop comme ci, je me trouve trop comme ça, moi je me cache avec les réseaux sociaux, ou justement Instagram va avoir mes données ou je sais pas quoi, tu vois? Tout ça, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la honte. Quand il y a trauma, il y a de la honte et la honte, c'est quoi? C'est la conviction profonde et c'est même pas une conviction, c'est la connaissance viscérale profonde que je suis une pomme pourrie. Peter Levine, il dit: «Je suis un mauvais morceau de viande» et moi je mange pas de viande, donc il dit: «Je suis une pomme pourrie». OK, ça pue aussi une pomme pourrie et c'est ça qui est intégré à l'intérieur de moi. Profondément, profondément, il y a énormément de parts de moi qui portent énormément de honte. Qu'est-ce que tu veux aller te montrer et t'exposer, même pour tout l'argent du monde, si tu as cette connaissance viscérale que tu es une pomme pourrie et qu'il y a le risque qu'il y ait quelqu'un, même une personne qui voit ça? Non, c'est mort, je vais rester cachée et la honte, c'est vraiment une expérience mortifiante. Il y a quand même des ou une étude là-dessus, une étude je crois, d'un pays du Nord, là, scandinave. Une étude là-dessus, ils ont demandé aux personnes: «Qu'est-ce qui vous fait le plus peur?» et ben, en intensité. Non, c'était pas en intensité, c'était en nombre de fois justement, en nombre de réponses. La peur de parler en public, elle arrive devant la mort. Alors pas en intensité, mais en nombre de réponses. Donc c'est fou quand même et la peur de parler en public, c'est quoi? C'est la peur de se ridiculiser, c'est la peur d'avoir honte devant un paquet de gens. C'est
La honte, c'est mortifiant, c'est sclérosant et quand il y a eu du trauma et quand il y a eu du trauma, interpersonnel, donc dans les relations et donc du trauma d'attachement, il y a de la honte. Sûr et certain. Moi, ce que j'ai appelé anxiété pendant des années, sur mon chemin, j'ai découvert que c'était de la honte et j'en ai encore à certains endroits, je sais exactement les endroits où il y en a. Moi, je m'expose pas encore sur les réseaux, trop, tu vois? Je m'autorise pas encore des choses, un peu plus luxueuses ou un peu plus où je vais me les autoriser, mais je vais pas les montrer en story, tu vois? Par exemple, parce qu'il y a de la honte de: «Oh là là, qu'est-ce que les gens ils vont penser? La fille, va dans des trucs 5 étoiles ou j'en sais rien, tu vois? C'est quoi ce truc?» Il y a et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me juge encore par rapport à ça. Donc ça, je sais que c'est encore un de mes angles morts et il y a du travail à faire là, à cet endroit-là. Faudrait que je fasse quelques équilibrations d'ailleurs. Un peu de psyché à ces endroits-là. Mmh. Génial, La merci. honte. Ouais. Et je pense que ça, moi, ça a été une grande, grande clé, et c'est encore une grande, grande clé. Comme toi, il y a quelqu'un il y a 2 jours qui me disait: «Ah, mais il y a encore du coup des petites choses, dans ton chemin». Et j'étais: «Ah bah, bien sûr, tu sais». Et voilà, je lui disais ça, je lui disais que je sais d'où ça vient, je sais pourquoi, c'est en chemin et c'est OK, quoi. On n'est pas obligé d'avoir tout résolu, mais je sais d'où ça vient et je sais que c'est en lien avec de la honte. Complètement, complètement. Moi, tu vois, ça va. En gros, moi, aujourd'hui, mon niveau de croyance, il est là. Il y a plus de blocage sur l'argent. Ça veut dire que je pourrais avoir, 50 000 000 dans mon compte en banque, je sens que je peux le recevoir, vraiment, profondément. Tant que je garde une vie simple et que je mets pas les pieds dans les trucs un peu trop luxueux, tu vois? Il y a vraiment un truc comme ça, c'est hyper intéressant. Ou tant que je le fais, mais de façon cachée, en restant caché. Ah, OK. Parce qu'il y a encore un truc, je pense, il y a nous et il y a eux, quoi, tu vois? Il y a encore un truc de j'appartiens pas à ce monde-là. Donc il y a encore une séparation, quoi. Il y a encore un truc d'identité aussi autour de l'argent, comme si j'allais changer ou comme si, je sais pas, un espèce de truc comme ça. Mmh. Mmh. OK, merci. Ouais, ça permet de montrer aux gens aussi que, bah, voilà, le chemin est toujours, en cours, et qu'il y a plein de paliers, mais après l'épisode, je te proposerai, je sais pas, je vais essayer de trouver une invitation où on pourra transmuter ça. Yes, yes, ouais, ouais, je suis complètement OK sur recevoir tout l'argent du monde, mais il y a pas encore, le OK inconditionnel sur les postes de dépenses. C'est intéressant. OK, génial. Je t'inviterai sur, mon bateau, un jour, j'espère avoir un bateau. Pas forcément Yacht. un yacht, hein, mais un beau bateau, et on prendra des photos. Et en clôture un peu, j'ai envie de demander aux gens, bah, toi, est-ce qu'il y a un échec que tu aurais envie de partager, mais qui t'a permis de transmuter quelque chose dans ta vie d'entrepreneur? Et du coup aussi, en même temps, bah, ta plus grande réussite, si tu devais citer, bah, ton plus grand échec et ta plus grande réussite, qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce que les 2 t'ont apporté? Mmh. Ouais, bah, le plus grand échec, je pense, bah, c'est cette première entreprise et puis c'est les dettes, hein, qui m'ont envoyé où c'était vraiment, un trauma financier là, pour le coup. Mais ça m'a forcée à venir, regarder en face mes finances et c'est synonyme de regarder en face mes peurs, en fait. Enfin, à ce moment-là, c'était synonyme de regarder mes peurs en face ou, regarder mes finances en face et ça, on parlait du titrage tout à l'heure, je l'ai vraiment titré, hein. Ça veut dire que je l'ai fait en mode, j'ouvrais mon application de compte bancaire, rien que le truc là, l'interface BNP, ça me mettait dans un état dans le corps, hein, mais un truc, je te raconte pas et ça s'arrêtait là. Je regardais juste l'écran d'un et je refermais et puis le jour d'après, j'entrais dans le truc, tu vois? Et je regardais les chiffres. Mais juste, les chiffres, tu sais, de l'écran d'accueil là, pas plus loin. Je regardais pas les transactions et tout. Puis le jour d'après et donc j'ai vraiment fait comme ça et j'ai vraiment, titré. Mais ouais, ouais, ça a été cet échec-là et du coup de s la leçon, c'était un peu la peur n'évite pas le danger, tu vois? C'est pas parce que je regarde pas Mmh. comment on dit? C'est ce wishful thinking là, on dit ça en anglais, comment ce qu'on dit en français? J'espère que tout va bien aller, mais surtout, je garde mon attachement évitant vis-à-vis de ça, quoi. Yes. Hem, Oui, ça t'a appris du coup à mettre le nez dans les chiffres dans une entreprise. ouais, exactement, exactement. Mettre le nez dans les chiffres, puis commencer à aimer ça et Mmh. tu me demandais je crois que tu me demandais, quelques pistes ou les conseils, un truc comme Oui. ça. J'avais mis, faire de réseau, tu vois? Parce que ça a été tellement un accélérateur pour moi. Non, mais parce que, tu vois, du coup, je devais aller voir les chiffres, je devais aller voir mon volume, je devais aller voir et ça et
j'ai résisté énormément à ça au début, hein. Moi, j'ai passé, les 2 premières années de ma vie de mon business doTERRA, comme j'ai passé les 2 premières années de ma première start-up, c'est-à-dire sans regarder mon volume, sans jamais regarder les chiffres et quand j'ai commencé à regarder vraiment, là d'ailleurs depuis quelques mois, j'étais là: «Ah ouais, les choses sont pas au bon endroit, il faut il faut réajuster». Yes, yes. Hem Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça en matière de gestion financière que tu voudrais donner aux gens? Bah, je crois qu'il y en a une bon, une c'est sûr, un conseil, c'est ne pas se mettre en stress financier parce que Oui. ça fait juste prendre des mauvaises décisions et puis et encore une fois, l'énergie de survie gagnera toujours, donc en fait, on va rien f enfin, il y a rien de bon qui vient de là, tu vois? Donc c'est pour ça que je parlais de risques mesurés. Je prends des risques mesurés. Donc moi, le risque mesuré de ma vie, ça a été de dire: «OK, je pars en Slovénie, je descends mes coûts de vie au minimum», tu vois? Genre, je peux vivre avec moins de 1 000 € par mois à 2 dans un petit tout petit appart et tout, parce que je sais où je vais, tu vois? Mais par contre, j'avais toujours de quoi, payer mon loyer, payer ma nourriture, voilà, il y avait pas d'extra de ouf. Mais voilà, donc ça, c'était le risque que j'étais prêt à prendre. Puis se poser la question: «Quel risque je suis prêt à prendre? C'est quoi qui sera pas trop pour mon système? Qui va pas m'envoyer dans une anxiété folle?» tu vois? Et puis si vous voulez devenir riche, je crois que c'est simple, gagner de l'argent et vivre en dessous de ses moyens, tu vois? On l'oublie tout le temps, mais tu parlais des gens qui: «Je gagne 20 000 € puis dans les 2 mois qui suivent, j'ai plus rien». Bah, non, le secret de la richesse, c'est je vais le placer intelligemment, puis toutes les personnes qui se sont enrichies, elles ont vécu en dessous de leurs moyens pendant un moment, en fait, hein. Je crois que, bon, c'est assez, allemand et protestant et je pense que ça me vient aussi du transgénérationnel ça, mais ça marche quand même, ça Non, mais marche. pour se constituer un certain matelas Exactement, de exactement. sécurité, Au moins au justement. début. Fameux matelas de sécurité. Exactement, exactement. Que toi et moi, par exemple, on construit, bah, grâce à nos activités doTERRA où tous les mois, il y a, des chiffres à au moins, 4 chiffres qui tombent sur notre compte bancaire et on sait que même si on tombe malade, on est en vacances, on a besoin d'être off de notre business, quelques semaines, quelques mois, pour, X raisons, bah, en fait, il y aura ça qui tombera toutes les semaines. Ouais et moi j'investis mon argent doTERRA, j'investis même plus que ça, mais du coup tout mon argent doTERRA, il est investi. C'est pas de l'argent aujourd'hui, c'est génial parce que je peux me le permettre, parce que j'ai une deuxième activité, c'est pas de l'argent que je dépense, c'est vraiment de l'argent qui va à mon avenir, en fait. Mmh. Génial, génial, Ouais. super. Mmh. Et du coup, si tu devais parler de ta plus grande réussite, qu'est-ce que ce Ma serait? ma plus grande réussite. Ma plus grande réussite, je crois, parce que ça a été un choix hyper difficile, c'est le moment où j'ai décidé de me focuser sur un programme avec Arise. Il y a plein d'autres réussites dont je pourrais parler aussi dans doTERRA, peut-être que j'en cite une doTERRA, mais et puis ce truc de: «Je suis là pour rester». Ouais, Qui implique plein de choses, hein, parce que je suis là pour rester, ça implique, une éthique à toute épreuve, ça implique, de faire les choses peut-être plus lentement, mais de décider de faire les choses bien et ça, c'était le nombre de disputes avec mon mari, avec ma petite sur ça, parce que moi, j'étais vraiment énormément en start-up mode, tu vois? Le mode start-up, c'est, better done than perfect. C'est on fait, on verra plus tard. Pas de détails, pas de détails. Donc là, ça a été un réapprentissage de: «Non, OK, je suis là pour rester, donc est-ce que dans 10 ans, je vais être fière de ce programme si je fais les choses comme ça? OK, non, j'ai besoin de ralentir un peu, j'ai besoin de faire les choses bien là». Ça implique de me former en continu et ça, je veux dire que ça implique aussi beaucoup de ressources. Là, je regardais mes formations pour cette année, Mathilde, il me dit: «Ce serait bien, je pense que tu fasses un petit budget là-dessus». Parce que voilà, c'est beaucoup de temps à passer dans les formations, c'est beaucoup de ressources. Mais si je suis là pour rester, pour moi, ça fait partie du package, en fait. C'est cette décision de: «Je suis là pour rester». Ça ouais. implique d'écouter les feedbacks, de se remettre en question, ça implique, si on parle aussi de l'argent, puis de l'entrepreneuriat au niveau plus général, de vraiment créer une harmonie, tu vois? Quelque chose qui est durable, en fait. Créer une harmonie avec la vie de famille, avec la vie personnelle, sinon, ça ouais, au risque de vraiment créer du ressentiment, puis j'en ai créé à plein de moments dans mon activité, du ressentiment de genre, les gens me prennent mon temps et tout, alors que c'est juste moi qui posais pas les limites en disant: «Maintenant j'arrête de travailler et je j'ouvre plus mon agenda», quoi. Mais ça, c'est pas facile aussi. Mmh. Génial, merci beaucoup. Ouais, je pense que bah, moi, ça fait toujours partie de ce que je dis aux gens, hein, c'est que c'est pas un sprint, c'est vraiment, vraiment le plus important quand on fait ça bah, comme une vocation, comme toi et moi, comme je pense la plupart des gens qui nous écoutent, c'est qu'on voudra encore être là dans 10 ans, dans 20 ans.
peut-être un peu différemment sous la forme, mais on sera toujours là pour accompagner l'humain. Et en effet, ça change tout en termes de décision entrepreneuriale, en termes de décision humaine, en termes de décision de ce qu'on veut pour soi. Ça change la vision, en fait. Ça change toute la vision. Et au quotidien, ça change aussi, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, merci pour ça. Génial. Bon, j'ai pas fait de poser exactement toutes les questions, mais presque toutes les questions que j'avais prévues. Est-ce que, peut-être la dernière question, si tu devais tout recommencer avec ton business actuel, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais ou alors tu changerais rien? C'est int je laisserais, il serait super content d'entendre ça, mon mari, mais c'est bien, il comprend pas le français. Je le laisserais j'écouterais ses conseils un petit peu plus tôt, puis je le laisserais me soutenir aussi un peu plus tôt parce que moi, j'avais beaucoup le syndrome du cavalier seul. Beaucoup, beaucoup. Mmh. Ça vaut pour Mathilde, ça vaut pour mon équipe doTERRA aussi. Je me serais laissée soutenir, enfin être soutenue un peu plus et un peu plus tôt. Le reste, voilà, ou après peut-être une autre chose, c'est que j'intégrerais plus de repos. Mais après, vu voilà l'état dérégulé de mon système, je sais pas comment ça aurait été possible vu là où j'en étais sur mon chemin. Mais si j'avais été un peu plus régulée, j'intégrerais plus de repos aussi et des temps d'intégration, ça c'est sûr. Et c'est encore un endroit de ma vie qui est aussi, work in progress. Ouais. Mmh, mmh. Génial, merci beaucoup. Pour le reste, rien d'autre parce que je me suis retournée sur mon année là, puis j'ai vraiment vu qu'en fait j'étais hors zone de confort tout le temps, donc je crois que j'ai vraiment donné mon max et ouais et je crois que je suis fière de moi. En somatique et Yes. marketing, on recule un peu les épaules et on prend le temps de sentir cette fierté saine. Mmh, mmh. Ouais, bah, moi aussi, hein, je pense que beaucoup de gens sont fiers de toi, ne serait-ce que parce que aussi, Heu, toute ton activité, ça a beaucoup d'impact sur beaucoup de gens. Donc, que ce soit tes clients ou les auditeurs du podcast et cetera. D'ailleurs, je mettrai le lien du podcast, je pense, dans, les notes de l'épisode, mais aussi peut-être, voilà, je sais pas si tu as une invitation spécifique, un endroit où tu veux que les gens te retrouvent? Non, ça va bien sur Instagram. Retrouvez-moi sur Yes. Instagram, c'est très bien. C'est vraiment la plateforme où je partage, un max et puis écoutez le podcast, ouais. Mmh. Yes, parfait. Bon, bah, génial. Eh ben, merci beaucoup Camille. Sachez aussi que si cet épisode vous a plu, sur la sécurité financière, Camille et moi, on intègre régulièrement des gens qu'on forme dans nos équipes doTERRA. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous appeler en termes de santé naturelle, parce que c'est vraiment ce dont on parle, ben, je mettrai aussi un lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez contacter Camille ou me contacter moi. Et puis, on vous souhaite de bien intégrer ce podcast justement, de prendre un temps de transition à la fin de cet épisode, de vous demander ce que vous avez envie de garder, peut-être 3 choses précieuses que vous avez envie de garder. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Camille, vous pouvez me contacter moi, pour, voilà, quelconque conseil, ce sera avec joie. On fait de notre mieux pour répondre sur, Instagram, sur nos réseaux sociaux. C'est encore nous qui gérons nos réseaux sociaux. Super, bah, merci beaucoup Camille et puis, bah, à très bientôt pour un prochain épisode.